Merci de m'inviter. Je suis très honoré de vous parler aujourd'hui de la zone critique. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai axé plutôt mon exposé sur des aspects, on va dire, généraux sur ce concept de zone critique. Et j'aurai malheureusement pas le temps de rentrer dans des exemples scientifiques très fouillés, mais je vais quand même vous montrer des exemples de ce qu'on pourrait qualifier de science de la zone critique parce que sinon, ça nous amenait ça nous faisait prendre trop de temps. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de vous parler de cette initiative zone critique, de voir quels sont les efforts qui sont faits par la communauté scientifique pour développer cette approche et également de vous montrer qu'elle permet une reconnexion des disciplines. C'est pour moi son principal avantage. Discipline très, très large du point de vue du spectre. Euh, voilà. Donc, la zone critique, il est difficile d'y échapper, en fait, quand on va dans les meetings de géochimie, mais aussi à la GU ou le GU. Il y a maintenant des sessions dédiées sur la zone critique. Il y a eu il y a eu un numéro spécial de EOS récemment sur la zone critique l'année dernière. Il y a eu dans Physics Today, Erskine as an Interdisciplinary Laboratory, etc. La zone critique est un concept qui est en train d'envahir le champ scientifique, mais pas seulement. Et quand nous ne serons plus déconfinés, je vous suggère, conseille d'aller visiter cette exposition qui s'appelle Critical Zone à Karlsruhe, dans un musée de médias et d'art en Allemagne, qui est l'équivalent un peu du Centre Pompidou, sauf que le Centre Pompidou à Paris n'a pas voulu de cette exposition, qui était une exposition qui est organisée en particulier par Bruno Latour et Peter Weibel, qui sont pas du tout des scientifiques, qui sont des philosophes et des spécialistes des médias. C'est juste pour vous montrer que cette zone critique, elle a percolé au-delà du champ des sciences naturelles, car c'est un concept qui parle. Je vais essayer de vous le démontrer. Donc, dans la même lignée, si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez vous atteler à la lecture des livres de Latour. Donc, il y a deux livres principaux dans lesquels le concept de zone critique est très, très présent. En fait, c'est même le concept central. C'est où atterrir et où suis-je. Donc, dans où atterrir, c'est en gros la mondialisation, c'est un échec, mais le retour au territoire traditionnel d'il y a 150 ans, ça ne marche pas non plus. Et donc, il faut atterrir sur une planète, et cette planète, c'est la zone critique. C'est ainsi, en tout cas, que le développe Bruno dans ces deux petits essais philosophiques. Et puis, il y a un catalogue, qui est le catalogue de l'exposition Critical Zone, qui est un très beau recueil, si vous vous intéressez à tous ces aspects, qui contient à la fois des chapitres de science, de la zone critique, mais aussi des chapitres écrits par des philosophes, par des artistes. Il y a pas mal de choses, en particulier autour du concept de Gaïa, qui, comme vous le savez peut-être, est très cher à Latour et qui, comme vous le savez aussi, dans la communauté scientifique, est encore l'objet de beaucoup de débats. Donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est revenir sur ce concept de zone critique, voir pourquoi elle est si critique, cette zone, vous donner, mais je vous l'ai déjà dit rapidement, des exemples de la zone critique, et je voudrais terminer sur les infrastructures, parce que ça va peut-être être le message d'ensemble de mon exposé. Il faut que la communauté s'approprie les infrastructures de recherche qui sont développées aujourd'hui autour de cette zone critique pour en faire un outil collectif sur lequel tester des hypothèses. Alors, la zone critique de la Terre, je commence par ça. Donc, je ne vous apprends évidemment rien. 10% de l'eau qui est évaporée à la surface des océans, grâce à l'énergie solaire, finit par s'écouler à la surface des continents. C'est pas beaucoup, mais cette eau va interagir avec la lithosphère de manière très générale grâce au gaz carbonique de l'atmosphère qui s'y dissout et qui rend l'eau qui s'infiltre à la surface de la Terre acide et donc agressive vis-à-vis des silicates, des carbonates et des différents minéraux que l'eau, dans son trajet compliqué vers l'océan, va rencontrer. Donc, on pourrait définir la zone critique, et c'est une définition que j'aime beaucoup, comme une espèce de zone poreuse à la surface de la Terre. Elle est poreuse parce qu'elle a perdu l'essentiel des cations, les éléments chimiques qui sont les plus solubles. Donc, c'est en gros, on pourrait dire, la couche pulvérulente
à la surface de la Terre qui contient de l'eau et des gaz. Et comme vous l'avez vu dans ma première diapositive, c'est une photo d'une carrière aux Antilles que j'aime beaucoup, c'est la carrière de Déhay dans le nord de la Basse-Terre, qui est une île dans laquelle on a beaucoup travaillé avec des collègues sur ces bombes volcaniques, ce qu'on appelle en anglais des clasts, qui initialement sont des bouts de lave andésitiques séquestrés dans le sol et qui, grâce à l'eau qui percole dans le sol, s'altèrent sur des échelles de temps très longues. Par exemple, un classe comme celui que vous avez ici en photo, on l'a daté, il a à peu près 100 000 ans. Enfin, il a mis 100 000 ans pour se former. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse le noyau du claste et les couches périphériques, qui sont, comme vous le voyez ici, altérées, donc à la limite entre le ocre, le marron et le gris, ici, on ne le voit pas là bien clairement, mais on a un front d'altération qui se propage. Ben, on passe d'un milieu qui n'était pas poreux à un milieu qui devient poreux. On passe d'un milieu qui était riche en calcium, 8%, à un milieu qui n'en contient plus, 0,5%. Etc., etc. Donc, c'est cette réaction chimique qui est symbolisée ici par l'avancement de la zone altérée à l'intérieur du claste, qui en fait peut être généralisée complètement à la surface de la Terre. Et on peut donc voir l'altération chimique, puisque c'est le mécanisme d'altération chimique qui transforme les roches en quelque chose d'autre, de poreux, comme une vaste réaction de neutralisation entre des acides, qui sont essentiellement le CO2 de l'air, et des bases, qui sont les minéraux des roches, les silicates en particulier. Et l'élément l'anion majeur d'une eau de rivière, ici la rivière Langevin à La Réunion, c'est le bicarbonate. Et en fait, ce bicarbonate contient du carbone qui n'était pas dans la roche initialement, mais qui est la forme de neutralisation de l'atmosphère. Je passe sur les aspects historiques parce qu'il y aurait des choses intéressantes à raconter. C'est absolument pas nouveau, cette idée. Elle date du milieu du 19e siècle. Elle a été découverte par un ingénieur des mines français, Ebelmen, et d'autres collègues allemands. Voilà, j'avais prévu de ne pas en parler, mais c'est plus fort que moi. C'est un bel article en français qui date de 1845 qui, essentiellement, a énoncé les premiers principes par lesquels, finalement, le sol, au sens large, au sens géologique, ce que moi je préfère appeler la zone critique, c'est une espèce de zone de neutralisation entre l'acidité de l'atmosphère et la basicité, d'une certaine manière, des roches. Alors, on peut le voir en termes un peu plus modernes, la zone critique comme un réacteur biophysico-chimique dynamique qui est créé à sa base, c'est assez schématique, mais on peut le voir comme ça, créé à sa base par ces réactions d'altération chimique dont je viens de parler, détruit à son sommet par des pertes que l'on appelle l'altération physique ou l'érosion. Et donc, dans ce réacteur, il y a un temps de résidence, et ce temps de résidence, il est long. En général, pour faire un sol, enfin, les temps de caractéristiques de résidence des sols, c'est de l'ordre de 100 000 ans. Donc, le sol n'est pas une ressource renouvelable de ce point de vue-là. Donc, les géochimistes ont coutume de séparer donc la dénudation, qui est la perte totale de matière de la zone critique, en deux termes, l'altération chimique et l'érosion physique. Donc, la somme E plus W, c'est égal à P, à la production, si on est à l'état stationnaire. C'est-à-dire que si on est à l'état stationnaire, on a une espèce de tapis roulant qui amène du matériel frais dans le réacteur et il en sort autant sous la forme dissoute ou particulière que ce qui a été apporté. Donc ça, c'est une vision très simple, hein, simpliste de la zone critique, car dans la zone critique, il y a la vie. Hein, c'est une des caractéristiques sur laquelle je vais revenir, et cette vie, elle a un rôle essentiel. Donc, c'est une zone, cette zone critique, je ne vous apprends évidemment rien ici, qui est une zone en déséquilibre, d'où cette importance de la criticité, hein, de la notion de critique. C'est en déséquilibre parce que la plupart des minéraux qui constituent les roches, la lithosphère, ont des cinétiques de dissolution qui sont très longues. Voilà des schémas très classiques. Celui-là tiré d'un article de synthèse de la saga il y a longtemps maintenant, qui montre que le quartz, c'est 100 millions d'années pour altérer un minéral de quartz d'un millimètre de diamètre. Autrement dit, le quartz survit au mécanisme de la tectonique des plaques. Ce n'est évidemment pas le cas d'une olivine qui a des cinétiques beaucoup plus rapides.
Donc, je le disais, la zone critique, c'est aussi une définition qu'on peut donner, c'est la zone finalement où se concentre la vie, en tout cas sur la partie terrestre de la planète. Donc, de manière très schématique, c'est là où la vie rencontre les roches. Alors, je ne sais pas à votre laboratoire que je vais expliquer que les êtres vivants ont un grand rôle dans l'altération des minéraux. Mais j'aime bien montrer de diapositives très extrêmes. Ici, un arbre qui essaye, on a vraiment l'impression qu'il essaye de protéger l'altération, l'érosion de ce bout de versant pris ici à la Réunion. Et puis une autre diapositive que André Reville m'a donnée qui montre typiquement ces chaînes reliant ces bactéries qui communiqueraient entre elles par des signaux électriques, un peu comme l'influx nerveux à l'intérieur de l'organisme, et qui sont, en tout cas on pense, des mécanismes par lesquels l'altération des roches peut être d'une certaine manière sensible à une érosion physique en surface du sol qui serait exacerbée par un processus naturel ou anthropique. Donc là, il y a des domaines sur lesquels vous travaillez, évidemment, qui sont probablement parmi les domaines les plus prometteurs, c'est-à-dire de voir effectivement quels sont les agents de l'altération chimique, cette réaction que j'ai symbolisée par une réaction de neutralisation, on va dire presque uniquement chimique, mais qui est probablement, si ce n'est pas à 100%, ça doit être à 99%, le fait d'être vivant. Alors, ce qui fait l'étude de la zone critique difficile, c'est que la zone critique, elle est caractérisée par des processus dont les temps caractéristiques vont de la seconde aux millions d'années, quasiment, on pourrait le dire, puisque, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la plupart des minéraux ont des cinétiques lentes et le temps de résidence d'un sol, c'est 100 000 ans. Mais à côté de ça, les réactions d'absorption, les réactions de multiplication des micro-organismes sont des réactions qui sont extrêmement rapides. Donc, l'emboîtement des échelles et l'emboîtement des temporalités fait que la zone critique est difficile d'étudier de manière un peu holistique, c'est-à-dire de manière un peu systémique. Voilà. Alors, ce qui fait, à mon avis, la plus grande originalité de la zone critique, c'est que finalement, c'est une zone de tampon entre une énergie solaire qui va activer le cycle de l'eau, qui va activer la photosynthèse et la respiration des végétaux verts en particulier, et qui donc est responsable des réactions d'altération qui se produisent à la surface de la Terre, mais aussi des processus qui sont en général beaucoup plus lents, pas forcément toujours, mais en général beaucoup plus lents, qui sont des processus géologiques par lesquels les reliefs se construisent, avec lesquels les vallées sont incisées, etc. Donc la grande difficulté, à mon avis presque épistémologique, hein, de l'étude de la zone critique, c'est d'arriver à coupler euh, ces processus qui sont activés à la fois par l'énergie solaire, souvent sur des échelles de temps rapides, et des processus de construction des reliefs, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui sont activés, eux, par des processus géodynamiques et in fine, bien sûr, par la convection mantérique à l'intérieur de la planète, qui est responsable de la formation de chaînes de montagnes ou de l'apparition de nouvelles roches, c'est-à-dire de nouvelles bases à la surface de la Terre. Voilà, donc elle a été définie très officiellement en 2001, la notion de zone critique comme étant, vous avez la définition qui est écrite ici, la couche de surface de la planète dans laquelle l'eau, les roches, l'air, la bise se rencontrent, interagissent d'une manière dynamique pour sculpter les paysages, générer des sols et construire la fondation ou les bases des écosystèmes terrestres. C'est le National Research Council des États-Unis, qui est un espèce de conseil de sages qui se réunit périodiquement pour définir les grandes orientations scientifiques, qui a proposé cette définition. Et ce qui est intéressant, mais ça aussi, l'essentiel de vous savent ça, c'est que les grands acteurs de l'initiative Zone Critique aux États-Unis ont été des géochimistes ou des minéralogistes qui avaient observé qu'en laboratoire, lorsqu'on calculait les cinétiques de dissolution des minéraux, on avait plusieurs ordres de grandeur
entre ce que les données de terrain indiquaient. C'est-à-dire que vous mettez un feldspath dans un bécher, vous allez regarder comment ça altère des feldspaths sur le terrain dans un massif granitique. On a les moyens de faire les deux et on constate qu'il y a souvent 3 ordres de grandeur de différence entre les deux, c'est-à-dire que les vitesses de laboratoire sont toujours très supérieures aux vitesses mesurées sur le terrain, ce qui, a priori, n'est pas choquant. Mais ce qui est compliqué, c'est de comprendre pourquoi. Et ça a conduit à l'idée que on ne pouvait pas transférer les connaissances, on va dire, acquises par des méthodes chimiques de laboratoire directement sur le terrain. C'était un problème beaucoup plus compliqué. Donc, la zone critique, c'est un concept scientifique qui finalement jette un nouveau regard sur comment différents compartiments, mais différentes disciplines aussi scientifiques, hein, j'y reviendrai parce que c'est vraiment très important ce concept pour reconnecter les disciplines. C'est un regard nouveau sur cette zone de la surface de la Terre. Voilà le bloc diagramme qui symbolise l'infrastructure Oscar. Pour ceux qui le connaissent, vous retrouvez sans doute la patte artistique de Joël Dion qui m'a aidé à fabriquer ce schéma. Donc ça, c'est le schéma classique qui essaye de représenter la zone critique sur, on va dire, le bloc diagramme typique des livres de géographie du 19e siècle ou du 20e siècle. Alors pour plein de raisons, ce bloc diagramme n'est pas adapté. J'y reviendrai. Donc ça, je reviens sur l'image de tout à l'heure de la carrière de DM, et pour vous montrer que voilà, la zone critique ne se limite pas à ce qu'on appelle traditionnellement le sol, et on va revenir sur cette notion de sol, parce que cette notion de sol est extrêmement difficile exactement à expliquer. Ici, dans la carrière de DM, on a pratiquement tous les compartiments de la zone critique, hein, la forêt, enfin, l'écosystème aérien fait partie de l'écosystème. On ne voit pas là ses racines, mais ces racines sont un composant essentiel qui va très profondément éventuellement à l'intérieur de la zone critique. Le sol au sens de l'agronome, c'est-à-dire la pellicule riche en matière organique à la surface de la zone critique. Le saprolite qui est en gros de la roche qui a gardé sa structure mais qui a perdu ses cations, c'est une espèce de roche poreuse. Et puis ici, mais il faut aller très bas, il faut descendre à 40 mètres dans cette partie de l'île de la Basse-Terre. On a les roches intactes, et en fait, la notion de roche intacte, ça n'existe quasiment jamais. Des forages qui ont été effectués, en particulier dans les Vosges, sur des bons granites, ou ce qu'on pensait être des bons granites dans le bassin du Stringvar, ont montré qu'à 100 mètres sous nos pieds, on retombe sur des zones broyées dans lesquelles de l'eau circule et probablement des micro-organismes vivent. Donc, en fait, la zone critique n'a pas de frontière très bien établie à sa base. C'est une frontière qui est diffuse et en particulier à grande profondeur. L'eau circule à travers des failles, alors qui peuvent aller très très loin dans la croûte évidemment, et cette eau va circuler avec des temps de résidence qui sont très lents et qui sont très difficiles d'ailleurs à déterminer. Voilà, j'ai quelques images de mes vacances. Le massif du Monte Cinto en Corse, c'est assez impressionnant parce que c'est des granites, hein, comme vous savez, c'est des granites alcalins, c'est assez rare. Mais on y voit des arbres qui poussent, il n'y a pas de sol du tout, hein, mais ces arbres, ils ont forcément un puissant réseau racinaire qui va chercher l'eau et les nutriments à l'intérieur de la zone critique. Ici, c'est en Guadeloupe, c'est un bord de route et on voit le saprolite et on voit la trace des racines qui vont chercher extrêmement loin les minéraux primaires grâce auxquels, en les altérant, elles peuvent prélever leurs nutriments. Alors, je m'arrête un tout petit peu parce que ça a été l'objet d'un travail vraiment intéressant que nous avons effectué avec une architecte, Alexandra Arène, Bruno Latour, et que nous avons publié en 2018 dans Anthropocène Review. Un jour, donc Latour et Alexandra sont venus me voir en me disant, mais ton bloc diagramme qui est ici, là, en haut à droite, qui est le bloc diagramme que je montre dans mes cours, hein, effectivement. Ils me disent, mais on ne comprend rien. Personne ne comprend ce que ça veut dire, la zone critique, si tu montes ce diagramme-là. Parce que ton diagramme, il n'est pas fermé ni vers le haut, ni vers le bas. Vers le haut, c'est l'univers tout entier. Et vers le bas, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a. Donc, effectivement, pour représenter la zone critique et les concepts qui vont avec, on a un vrai problème de représentation.
Et donc, Alexandra, qui a fait une école d'architecture à Grenoble, s'est penchée sur le problème et a inventé une représentation que je vous présente très rapidement, mais qui est extrêmement intéressante. Donc, elle a trait à ce dont je vais parler un tout petit peu plus tard, qui sont les observatoires de la zone critique. Car la zone critique, elle est étudiée par des communautés scientifiques sur des endroits particuliers, qui sont les observatoires de la zone critique. Donc, on peut imaginer que le globe est composé, pavé, d'observatoires de la zone critique dans lesquels on met des capteurs qui mesurent, qui captent un certain nombre des flux de matière que l'on veut quantifier. Et ici, chaque point représente un observatoire de la zone critique éventuellement. Et si je fais à l'endroit d'un observatoire de la zone critique une coupe de terre, je vais avoir la troposphère, l'atmosphère, la basse atmosphère, le sol au sens de l'agronome, le saprolite, la croûte continentale en dessous, et je peux descendre jusqu'au manteau. Donc, si je veux tout représenter dans mon système zone critique, vous voyez que ici, à l'échelle du globe, la zone critique, elle n'est même pas visible. C'est même pas le trait de crayon de ce schéma. Donc, ce que Alexandra a imaginé, c'est d'inverser complètement la représentation, je dirais, galiléenne du globe, c'est-à-dire qui consiste à un noyau, le manteau, la croûte continentale, le sol qui n'est pas visible, pour rendre centrale justement la zone critique. Donc vous voyez ici, c'est comme si vous prenez un gant, le doigt de gant, et vous retournez les doigts de gant. C'est ce qu'ils appellent en architecture nanamorphose. Pardon. Et dans le nouveau schéma qu'invente Alexandra, vous voyez que l'atmosphère, elle est au centre et elle est fermée. Hein, donc là, on a résolu le problème de la clôture du système. Ensuite vient le topsoil, c'est-à-dire la couche organique du sol. Et puis, si vous continuez à vous enfoncer, vous rencontrez la couche du saprolite, et puis éventuellement la croûte continentale, un peu plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui était le centre de la Terre devient complètement périphérique. Voilà, donc ça veut dire que quelque chose qu'on pensait être fermé, en fait, non, devient l'infini. Parce que sur cette représentation, le manteau, finalement, devient infini et on pourrait ajouter le noyau. Ici, une image d'Alexandra à Rennes que j'ai réussi quand même à traîner en Guadeloupe et qui a vécu les affres du terrain au climat tropical. Alors, ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que finalement, vous pouvez, et on est en train de travailler là-dessus, une espèce de mathématisation de ces représentations, vous pouvez représenter les cycles biogéochimiques. C'est ça qui est intéressant, avec le soleil qui nourrit le départ des cycles justement dans la sphère la plus interne, ici, qui est l'atmosphère. Et vous pouvez donc imaginer, par exemple, un atome de carbone qui partirait ici de l'atome de la basse atmosphère, qui serait pris par la biomasse, par la réaction de photosynthèse dans le topsoil, éventuellement rejeté dans l'atmosphère par des réactions de respiration assez courtes, mais éventuellement, sinon, séquestré sous forme d'humus pour des périodes de temps plus longues dans le topsoil, éventuellement exporté ailleurs par des rivières pour se déposer et constituer des roches de la croûte continentale et éventuellement même subductées dans le manteau. Donc, c'est une manière sur laquelle on n'a pas encore complètement terminé de travailler, mais c'est une manière complètement nouvelle de représenter le globe en prenant comme focus, non pas la vision, on va dire, galiléenne, le globe, mais une vision qui est centrée autour de la zone critique, puisque c'est la zone où la vie existe et c'est là où démarrent les cycles biogéochimiques. Et c'est la zone, bien entendu, de l'humanité. Je vais y revenir dans 2 minutes. Alors, du point de vue historique, c'est quand même intéressant de s'arrêter un tout petit peu, parce que la zone critique, c'est quand même un peu la redécouverte de tentatives conceptuelles qui ont été formulées dans l'histoire, mais qui à chaque fois se sont reséparées en une multitude de disciplines et de compartiments. Donc probablement, il me semble que le père de ce concept de zone critique, c'est sans doute Vernadsky, qui n'a pas défini la biosphère, mais qui a redéfini la biosphère en 1929 dans son magnifique petit livre, comme la zone de la planète Terre qui était transformée par l'énergie solaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est exactement, il me semble, la nouvelle définition de la zone critique que je viens de vous présenter. On peut regarder aussi Tansley, qui est
Bon, ce n'est pas lui qui a inventé le terme d'écosystème, Tansley, mais Tansley, en 1935, décrit la notion d'écosystème comme biotope et biocénose. Donc, dans la conception historique de ce qu'est un écosystème, il y a le compartiment abiotique qui est intégré. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'écologie qui s'intéresse aux écosystèmes ne s'intéresse pas à la zone profonde de la zone critique, ne s'intéresse pas aux circulations de l'eau qui peuvent prendre plusieurs milliers d'années, donc n'a pas cette dimension historique, géologique que réintroduit le concept de zone critique. Alors, je ne vais pas parler de Gaïa parce que ça nous amènerait dans des configurations trop détaillées, mais pour Lenton et Latour, dans Science, dans le petit papier publié à Science en 2018, ou dans d'autres articles qui ont en particulier publiés dans le catalogue de l'exposition de Karlsruhe, finalement, la manifestation de Gaïa, c'est la zone critique, puisque Gaïa, c'est cette partie de la Terre qui est transformée par l'action des vivants dans le seul but de maintenir leurs gènes et de transmettre leurs gènes. Donc, c'est quand même dans cette zone critique que tout ça se passe. Donc, très vite, pourquoi elle est critique? Ben, vous l'avez compris en m'écoutant, elle est critique parce que c'est une des interfaces de la planète. Je vais aller un tout petit peu plus vite là parce que je ne vous apprends rien. C'est une des interfaces de la planète qui permet la régulation du climat à long terme, puisque l'altération des silicates, ça consomme du gaz carbonique, ça régule, ça provoque la précipitation de calcaire dans l'océan, donc ça régule à long terme l'atmosphère. Ça contrôle la qualité et la quantité de l'eau, ce qui est important évidemment pour les humains. Ça sculpte, ça décide de l'évolution des paysages. Hein. Là, le paysage n'est pas qu'un problème de tectonique, c'est aussi bien un problème de tectonique que d'interaction aux roches. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que les nutriments qui sont fournis à la biosphère au sens moderne du terme, pas au sens de Vernadsky, disons à l'ensemble, au biote terrestre, eh bien, c'est l'altération chimique qui les procure. Pensons au phosphore. Comme vous le savez, le phosphore est présent dans des minéraux comme l'apatite ou des minéraux ensuite recyclés. Mais la source du phosphore, la source ultime du phosphore sur la Terre est quand même géologique et les écosystèmes dépendent de cela. Donc, les applications géologiques de la zone critique sont nombreuses. Alors, ensuite, dans l'adjectif critique, j'en ai évidemment pas encore parlé, et c'est pas bien, le mot critique signifie très clairement qu'il faut s'en occuper. C'est critique parce que c'est là que nous vivons. Et finalement, si on y réfléchit un tout petit peu et en poussant la caricature un tout petit peu, la zone critique, c'est la zone dans laquelle nous vivons, nous, humains. On ne vit pas ailleurs que dans cette petite pellicule qui, au pire, fait quelques kilomètres et qui est instable, qui met beaucoup de temps à se fabriquer par les processus géologiques. Et donc, elle est critique parce qu'il faut s'en occuper dans la perspective d'une planète pouvant contenir 9 milliards d'êtres humains, demandant 55% de plus d'eau, 60% de plus qu'aujourd'hui de nourriture et 80% de plus qu'aujourd'hui d'énergie. Elle est en danger, cette zone critique, car les processus mis en place par l'homme pour, par exemple, la cultiver, eh bien, provoquent très facilement sa destruction. L'imperméabilisation de cette zone critique est un problème, car cette imperméabilisation affecte le cycle de l'eau et la manière dont l'eau s'infiltre à l'intérieur de la zone critique. Donc, paradoxalement, malgré l'importance de cette zone pour la survie de l'humanité, il y a énormément de choses que nous ignorons sur le fonctionnement synthétique de cette zone. Hein. Je vous ai parlé déjà du rôle des êtres vivants, des vitesses tout simplement de formation des sols, ce sont des choses que l'on ne connaît pas bien et donc sur lesquelles nous ne sommes pas encore très à même d'agir pour éventuellement accélérer à certains endroits la formation de la zone critique. Donc prévoir dans l'Anthropocène l'évolution de la zone critique face à tous les facteurs forçants qui peuvent exister ou qui pourront exister reste un exercice très, très, très compliqué. Je passe là-dessus. Il y a un très joli livre qui s'appelle La poussière, Dirt, parce que Montgomery dit souvent que s'il avait appelé son bouquin Les sols, il ne se serait pas vendu.
Et effectivement, là, il a trouvé le bon titre, hein, la poussière, l'érosion des civilisations, pour dire que finalement, ces civilisations dépendent de l'évolution bonne ou mauvaise de la zone critique. Voilà. Et j'aime beaucoup montrer ce diagramme qui montre, c'est une synthèse qu'il a réalisée sur les taux d'érosion physique, c'est-à-dire les vitesses de dénudation de la zone critique, dans 3 contextes géologiques, disons, on va dire, représentatifs, les boucliers, les grandes zones plates de la Terre, les collines et les zones alpines, c'est-à-dire les zones de montagne de collision. Et on voit que l'homme, ici en rouge, a une action complètement géologique, car les taux d'érosion physique que l'agriculture dite conventionnelle, ça veut dire mécanisée, depuis l'invention de la charrue, a généré sont l'équivalent des taux d'érosion que l'on rencontre dans les zones alpines. Donc, à ceux qui pensent que l'Anthropocène est un concept qui ne sert à rien et qui ne veut rien dire, on peut objecter ce diagramme qui montre bien que l'humain, est devenu une force géologique, en fait. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans le concept de zone critique, c'est que c'est une manière de faire se parler des disciplines que l'histoire des sciences a séparées. Si vous reprenez les débuts de la géographie, et donc par exemple Humboldt au 19e, Humboldt était tout à la fois un écologue, un géologue, un météorologue, et quand il est allé décrire la chaîne des Andes, on peut lire de très très belles pages où toutes ces connaissances sont mobilisées pour essayer d'expliquer ces observations, y compris d'ailleurs des sciences humaines. La séparation indispensable et inévitable des sciences au 19e a fait que, en particulier la grande frontière dont nous parlions tout à l'heure avec Karim, entre la biosphère et la géosphère, est devenue presque infranchissable, et que l'étude de la zone critique est faite par des communautés qui sont très différentes et qui n'ont pas le même langage. Les écologues n'utilisent pas le même langage que les géologues, les hydrométéorologues n'utilisent pas le même langage que les hydrogéologues, etc. On en est rendu à un point qui est assez impressionnant et qui se manifeste également par les institutions. Par exemple, en France, l'institution d'État qui étudie les eaux profondes, c'est-à-dire le BRGM, qui est en charge en tout cas de la surveillance officielle des eaux profondes, c'est le BRGM. Et les eaux de surface, les rivières, c'est IRSTEA, maintenant INRAE, comme si les deux étaient déconnectés et les moutons bien gardés. Donc, quand on discute avec des opérationnels, on s'aperçoit que ce concept de zone critique est aussi un concept qui les intéresse énormément, car il permet de reconnecter des domaines, des infrastructures qui ont été également séparées par les institutions d'État. Voilà, donc si on voulait définir une question unique, c'est comment prédire la réponse de la zone critique dans son ensemble, hein, de manière intégrée. C'est ça la difficulté, parce qu'on a des modèles hydrologiques, on a des modèles d'altération, on a des modèles météorologiques, de climat, etc., mais on n'a pas les couplages entre ces modèles à cause des différentes cultures disciplinaires qui qui ont évolué et qui se sont énormément spécialisés au cours du siècle dernier. Donc, si on veut un petit peu déconstruire cette séparation, il ne s'agit pas de déconstruire des savoirs, hein. Il est nécessaire que chaque discipline conserve sa spécialité et son expertise, mais ce qu'il faut absolument faire, c'est reconnecter ces disciplines dans une approche plus systémique, plus holistique, tenant en compte en particulier des échelles de temps très variables et reconnecter avec des échelles de temps géologiques. Alors, quelques exemples des questions de la science critique, de la zone critique, pardon. Bon, ça tourne, ce que je vais vous montrer, autour de l'altération chimique, parce que c'est quand même ce qui, moi, m'intéresse d'abord, c'est-à-dire ces réactions chimiques de transformation des roches en sol. Donc, l'altération chimique, c'est un problème extrêmement compliqué, il est complètement multifactoriel. Les vitesses d'altération chimique, donc les vitesses de genèse des sols, dépendent de plein de choses, du type de roche, la quantité d'acide qui est produit, donc de la biologie, enfin de l'écologie. Ils vont dépendre du climat, parce que si il fait chaud, les réactions sont plus rapides que s'il fait froid. Elles dépendent de l'épaisseur des sols, donc de l'érosion physique, etc., etc.
Et rares sont les papiers, en particulier sur l'altération chimique, qui essayent de combiner ces différents facteurs et d'essayer de les débobiner, de les découpler. Alors, qu'est-ce qu'un article zone critique? Il y en a quelques-uns dans la littérature, hein. On n'a pas le temps de faire une review de la littérature, mais les quelques articles zone critique, je pense, qu'on peut trouver aujourd'hui dans la littérature, sont des articles qui, en particulier, concernent le lien entre les chemins de l'eau, car l'eau qui s'infile dans la zone critique, c'est un petit peu comme l'air dans l'atmosphère. Elle ne s'infiltre pas de manière homogène, elle a des chemins préférentiels. Elle emprunte en fait un peu toujours les mêmes chemins. Et c'est ce lien entre là où passe l'eau et là où se font les interactions aux roches est quelque chose qui est assez peu travaillé en fait par les différentes communautés, les hydrologues s'intéressant à l'eau et les géochimistes s'intéressant aux interactions aux roches. Mais résoudre le problème que Brantley et White ont mis en évidence, ces ordres de grandeur entre le laboratoire et le terrain, et ça passe par une compréhension bien sûr, des deux processus. Il y a une question intéressante qui commence à faire couler beaucoup d'encre, qui est le lien entre, enfin, l'importance de la topographie, tout simplement. Hein, parce que la topographie, je vais vous montrer un exemple, a un grand rôle sur la manière dont l'eau circule ensuite dans la zone critique, hein, car elle fixe en particulier les gradients les hydrauliques à l'intérieur de la zone critique, donc elle fixe en particulier les temps de résidence. Le lien entre les écosystèmes de surface et donc la biodiversité et les réactions d'altération. Ça, c'est un domaine qui est quasi inexploré parce que ce n'est pas l'ensemble de la biodiversité qui va compter, c'est une espèce de biodiversité fonctionnelle qu'il faut prendre en compte. Et là, de nouveau, les communautés se rencontrent très difficilement pour aborder ce genre de questions. C'est le couplage entre des échelles de temps, par exemple, des événements extrêmes qui vont se produire en quelques heures, mais qui peuvent avoir des conséquences sur des dynamiques beaucoup plus long terme. Là, on est sur des problèmes compliqués, car même si on dispose d'un observatoire qui surveille un endroit de la zone critique depuis 50 ans n'a pas nécessairement enregistré l'événement extrême qui fera basculer le système. Ça, c'est mon dernier point. La zone critique est sans doute caractérisée par une physique non linéaire et des phénomènes de point de bascule, comme le climat, qui sont extrêmement mal connus. Un des grands problèmes qui existe depuis 40 ans d'ailleurs dans la littérature géologique, c'est le lien entre la tectonique et l'altération, ou le lien tectonique et climat dans les chaînes de montagne, est à mon avis un superbe problème de zone critique. Voilà, alors le papier historique, il est français, il est souvent cité comme un des papiers qui a ouvert un peu la boîte de Pandore. C'est un papier de Jean-Jacques Braun, notre collègue de l'IRD, qui a travaillé sur un site Muléolé en Inde, sur lequel des anciens de l'IMPMC ont travaillé, bien sûr, et qui a été, à mon avis, un des premiers papiers à coupler des mesures de géochimie, de minéralogie avec de la géophysique. Ici, on a des profils de RT et d'essayer d'electrical resistivity et d'essayer de coupler les propriétés géophysiques à des propriétés minéralogiques ou géochimiques. On peut aussi citer plus récemment un papier de A-Metal dans la Sierra Nevada aux États-Unis qui essaye de voir comment la composition des roches contrôle l'écosystème, en particulier les types d'arbres. Alors ce papier, moi j'en ai une lecture extrêmement critique, je pense même qu'il est faux, mais au moins il pose bien la question du lien, et dans ce papier, ce qui fait le lien entre la composition des roches et les types d'arbres, c'est le phosphore. Et puis il y a ce papier qui est très célèbre de Claire et al. Dans Science, qui a été le premier, grâce à des investigations géophysiques, de montrer que la topographie exerce un stress, et donc le simple fait d'avoir un relief va créer de la fracturation à l'intérieur des roches, et donc c'est ça qui va enclencher le processus d'altération chimique et donc le processus de genèse de la zone critique. Des choses toutes simples, comme le lien entre la profondeur du sol ou de la zone critique et les pentes, la topographie, toutes ces choses-là n'ont pas été regardées jusqu'à maintenant. Voilà, donc peut-être un exemple, je vais me limiter à ça parce que le temps passe, entre relief, hydrologie et géochimie, c'est un travail qui a été réalisé à Rennes, dans un des observatoires de la zone critique, qui est le petit observatoire de Plomeur. C'est un site hydrogéologique, c'est en fait le site de pompage de la ville de Lorient. Donc, vous voyez, la notion de zone critique là, est très importante. Hein. En Bretagne, le problème, vous le connaissez, c'est qu'il y a plus
il y a plus de porcs et de poulets que de bretons, et que cette pression liée à la révolution verte agroalimentaire sur un socle granitique qui est par définition très pauvre, crée des problèmes écologiques considérables. Vous savez que la France est en procès avec la Commission européenne car on n'arrive pas à régler le problème des nitrates en Bretagne, qui sont toujours supérieurs aux normes européennes. Donc c'est un très bel exemple de zone critique, c'est-à-dire de conflit entre des humains qui veulent tirer des services de la zone critique et la zone critique qui dit mais oui, mais moi je peux plus réguler la teneur en nitrate. Et justement, sur cette teneur en nitrate, il y a une série d'articles très intéressants qui, à mon avis, sont très zone critique, qui montrent dans un petit bassin versant ici dans le nord de la Bretagne, dont j'ai oublié le nom, il appartient à la zone atelier armorique, qui est un bassin qui en fait est caractérisé par, voici la carte géologique, une rupture de pente ici, un nick point, qui est totalement d'origine géologique. Hein. De mémoire, ici c'est des schistes, voilà, et ici c'est des granites ou des migmatites, et donc cette rupture de pente ici, elle est juste liée à un contraste lithologique, donc d'une origine géologique. Et ce qu'ont montré les auteurs, donc Jean Marcet, c'est sa thèse, et Tamara Kolbe, avec un très beau papier dans PNAS en 2019, puis un autre plus récemment, également dans PNAS. Ils ont montré, ils ont couplé des mesures de terrain avec de la modélisation hydrologique pour montrer que, pour arriver à cette carte ici, des temps de transit, alors mesurés dans les CFC, et ici, les chemins de l'eau modélisés. Donc ici, ce que vous voyez, c'est 100 mètres, 1 km, c'est la distance que l'eau qui s'infiltre à un endroit donné dans le sol parcourt, mais à parcourir avant d'arriver à la rivière. Donc vous voyez qu'en fait, c'est très patchy. Un bassin versant n'est pas du tout une zone complètement homogène. C'est très hétérogène. Et c'est même très, très hétérogène localement, avec des eaux qui peuvent avoir des temps de résidence de 100 ans, et à côté, quelques centaines de mètres plus loin, des eaux qui ont des temps de résidence de 20 ans. Vous voyez, on voit très bien ici aussi ce contrôle lithologique, hein, car cette bande ici correspond à cette fracture, à cette discontinuité géologique dont j'ai parlé. Et ici, en 3D, on voit une modélisation de la manière dont le gradient ici topographique va jouer sur la courbure des chemins de l'eau. Hein. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais tout ça se calcule dans des modèles hydrologiques et hydrogéologiques. Donc on voit que parce qu'il y a ce nick point ici, de l'eau qui a des temps de résidence très longs remonte ici à la surface au lieu de s'écouler gentiment vers l'aval. Donc les chemins de l'eau sont contrôlés par la topographie dans la partie basse, et dans la partie amont, elle est contrôlée par ce que les hydrologues appellent la recharge, c'est-à-dire la quantité d'eau tout simplement qui tombe. On voit bien que s'il tombe plus d'eau, ça va s'infiltrer plus rapidement que s'il en tombe moins. Alors là où ça devient intéressant, c'est que la dénitrification, qui est faite par des micro-organismes, est contrôlée dans cet endroit-là par l'oxydation de la pyrite et de la biotite, hein, parce qu'il y a du fer de plus, et que ça, c'est couplé, et l'oxydation de ce fer de plus est couplée à la dénitrification. Et ce qu'a montré un récent papier dans Nature Géosciences par Bochet et al., par la même équipe, c'est que ces micro-organismes se développent en particulier, ils ne se développent pas n'importe où, ils se développent à des endroits où, en particulier, des eaux avec des temps de résidence très longs rencontrent des eaux avec des temps de résidence très courts, puisque c'est à cet endroit-là que peuvent naître des gradients redox qui permettent à des êtres vivants d'utiliser des transferts d'électrons et en profiter pour faire de leur énergie. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer qu'on a des couplages extrêmement intéressants, extrêmement passionnants entre l'hydrologie, la topographie qui est imposée par la géologie, le cycle de l'eau, qui est l'infiltration dans un milieu très hétérogène qui est le socle fracturé breton. Et que ça a des conséquences en termes d'aménagement du territoire, ça a des conséquences très très concrètes sur le problème des nitrates en Bretagne, car on voit en particulier à Plomeur que les eaux qui circulent profondément et qui interagissent avec de la biotite et de la pyrite, parce que quand elles peuvent rencontrer des surfaces fraîches, sont des eaux qui ont dénitrifié par rapport à des eaux qui circulent plus superficiellement. Voilà, je passe sur ce que nous sommes en train de faire en Guadeloupe, mais je vous montre juste ça parce que pour moi, c'est quand même une des plus grandes réussites de ma carrière scientifique. C'est qu'on a dans mon laboratoire maintenant un géophysicien, un ancien du laboratoire Métis, Sylvain Pasquet,
probablement certains connaissent, qui est venu en Guadeloupe faire des profils sismiques. Et on arrive à expliquer, dans un papier que nous terminons avec Charlotte Le Traon, on arrive à expliquer la composition isotopique du strontium dans une petite rivière de l'observatoire Obsera aux Antilles par des temps de résidence différents qui sont liés à l'architecture de la zone critique que des profils sismiques révèlent. Donc, coupler des rapports isotopiques des eaux, mais aussi des rapports isotopiques de strontium et d'uranium à des temps de résidence et à de l'imagerie géophysique, voilà typiquement, à mon avis, des approches de zone critique comme il faut en développer. Alors, je vais terminer par les aspects infrastructure qui me prennent, comme vous le savez, sans doute beaucoup de temps. Donc, les observatoires de la zone critique, je vous l'ai déjà dit, ce sont des observatoires instrumentés, des sites choisis, hein, des territoires. L'observation de la zone critique a ce site particulier qu'elle ne peut pas être faite comme celle de l'atmosphère. La lithologie est hétérogène, comme je vous l'ai montré dans les exemples. Il faut travailler au niveau des territoires avec des spécificités de relief, de géologie, d'utilisation des terres, de culture humaine, etc. Il n'y a pas d'observatoire modèle de la zone critique, ça n'existe pas. Ces observatoires sont des zones où on peut faire de la surveillance ou du monitoring sur le long terme. C'est indispensable pour connecter les échelles de temps, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La plupart de ces observatoires sont ancrés sur une question qui est une question sociétale, locale. Ça, c'est extrêmement important. Ça montre que ces observatoires de la zone critique ont d'abord été développés par des acteurs du territoire. Ils ne sont pas uniquement des terrains de jeu pour scientifiques. Ces observatoires peuvent être une parcelle, comme celle que nous avons par exemple en Guadeloupe, mais elles peuvent être carrément le bassin de l'Amazone. L'idée des observatoires de la zone critique, c'est d'utiliser la nature comme un laboratoire hein, et de travailler le long de gradients climatiques d'utilisation des terres. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont des lieux où les disciplines peuvent se retrouver, échanger des visions conceptuelles, des méthodes, des outils, des modèles. Alors, l'initiative Critical Zone Observatory, elle est née aux États-Unis, où la NSF a financé 10 observatoires de la zone critique, en mettant très clairement dans l'appel d'offres que ces observatoires de la zone critique doivent contenir des équipes venant de l'écologie, de l'hydrologie, de la géologie, de la géomorphologie. Alors, ça a plus ou moins bien marché. C'est terminé depuis 1 an. Maintenant, la NSF est passée à un nouveau programme qui s'appelle Cluster CZO, qui est un petit peu différent. On pourrait passer beaucoup de temps à essayer de réfléchir à ce qui a marché, ce qui a bien moins marché, mais pour le faire très court, ce qui a le moins bien marché, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont très bien marché, mais ce qui a le bien moins marché, c'est justement le dialogue entre disciplines. Donc ça, c'était le concept de base hein, de ce CZO initialement américain, de dire chaque cube est un bassin versant et en prenant, je ne sais pas, en fixant le type de roche, le granit, et en regardant des bassins versants sur des climats différents, je vais comprendre le rôle de la température sur l'évolution de la zone critique. C'est schématique, c'est discutable, mais c'est l'idée du laboratoire dans la nature. En France, j'ai proposé à l'INSU, il y a maintenant 10 ans, de créer un réseau d'observatoires de la zone critique. Mais on s'y est pris différemment, car en France, on ne peut pas créer quelque chose de nouveau, et en mettant de l'argent de manière compétitive, ça crée des tensions interinstitutionnelles qui sont beaucoup trop fortes. Donc, on a proposé de mettre ensemble, dans un réseau, l'ensemble des dispositifs développés par des institutions françaises ensemble. Donc, dans OSCAR, donc ça s'appelle OSCAR, Observatoire de la zone critique, application et recherche, c'est devenu une infrastructure dans la feuille de route nationale. On a mis ensemble les observatoires qui s'intéressent à la cryosphère, CryObsClim. On a mis ensemble les observatoires qui s'intéressent au bassin versant. On a mis ensemble les observatoires qui s'intéressent à l'eau souterraine. C'est le réseau H+, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. On a mis ensemble l'observatoire des tourbières ou des zones humides. On a mis également l'observatoire spatial régional qui regarde la zone critique de l'espace. Voilà. Et l'idée de OSCAR, c'est l'hypothèse fondatrice, c'est que en créant cette communauté multidisciplinaire, multi-observatoire, car tous ces observatoires ont quand même des grands points communs. Je vous l'ai dit, ils sont établis sur des questions sociétales, relevantes sociétalement et locales. En mettant ensemble tous ces observatoires, on espère créer une communauté
qui interagit plus ensemble. On espère former une nouvelle génération de scientifiques plus armés pour gérer la complexité des processus, des couplages à l'intérieur de la zone critique. Voilà, donc c'est une opération bien sûr au long cours. Hein. Tiens, ça n'a pas marché. Les observatoires d'Oscar sont répartis dans le monde entier. Ici, je ne peux pas vous montrer, mais on a des observatoires dans le bassin amazonien, en Afrique centrale, à Mulé en Inde. Je vous invite à regarder sur la page web si ça vous intéresse. Ici, un des observatoires très instrumentés, un des plus instrumentés, piloté par l'INRAE en Tunisie et l'IRD en Tunisie, c'est l'observatoire de Kamech. Voilà l'idée, je ne vais pas passer trop de temps avec ça, mais le bassin du Strindberg est un des bassins les plus emblématiques d'Oscar. Il a été établi pour la question des pluies acides dans les années 1990. Et 40 ans, 50 ans plus tard, il marche toujours. Et c'est un des bassins versants français où on dispose du plus d'informations qu'on peut. Donc il y a cette notion de cumul d'informations géochimiques, géophysiques, météorologiques, hydrométéorologiques à un seul endroit qui est très important pour l'Observatoire Oscar. Et ici, j'aime beaucoup montrer, en particulier à nos financeurs, la nécessité d'avoir des suivis long terme. Ici, c'est la teneur en sulfate du bassin du Strindberg, où l'on voit le sulfate ne provient que de l'atmosphère, hein, il n'est pas contenu significativement dans les roches, où l'on voit la décroissance, la purification de l'atmosphère vis-à-vis des pluies acides, c'est-à-dire la diminution des rejets d'acide sulfurique par l'industrie. Mais on voit aussi que depuis quelques années, la teneur en sulfate stagne et commence même à remonter, signant par là l'influence de l'industrie, de l'explosion de l'industrie chinoise. C'est assez intéressant de voir qu'à un endroit donné, très particulier du point de vue de ses caractéristiques, on peut aussi capter des tendances globales, donc avoir un rôle de sentinelle. Voilà, je vous renvoie à un petit film qu'on a fait dans le cadre de l'équipex Critex sur le bassin du Strindberg. Voilà, donc très rapidement, on fait des infrastructures, comme je vous l'ai dit, pour développer des communs. Moi, c'est vraiment ma motivation, c'est d'avoir un parc d'endroits où les scientifiques peuvent aller travailler, tester des méthodes. Donc ça, en disant ça, je regarde tout le monde dans cette salle virtuelle en disant que Oscar, ça vous appartient. C'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour vous qu'on essaie de développer ces infrastructures pour aller tester des idées. Donc, par exemple, je pense immédiatement à Damien Daval, un des anciens étudiants, en particulier de François, qui a utilisé le bassin du Strindberg il y a quelques années, qui est un des endroits où on a énormément d'informations pour aller mettre des surfaces minérales, je crois que c'était de la nortite, directement dans le sol, les relever plusieurs mois, plusieurs années plus tard pour voir comment l'altération chimique de ce minéral se faisait. Voilà, donc Oscar est une infrastructure qui est ouverte à tout étudiant, à tout scientifique, à tout acteur public aussi, à tout citoyen désireux d'y travailler. On a réalisé, je n'ai pas le temps d'en parler, je présenterai ça à l'EGU, un espèce d'arbre phylogénique des observatoires à l'intérieur d'Oscar. C'est assez intéressant de voir comment la communauté scientifique, un peu comme la vie, a évolué pour complexifier le dispositif d'observation de la zone critique. Voilà. L'équipex Critex a permis de nous équiper d'instruments comme celui-là, que vous pouvez en voir un pas très loin d'ici, sur le bassin de l'Orgeval, qui mesure la composition chimique d'une rivière toutes les 30 minutes. Et c'est absolument incroyable ce qu'on commence à voir. On commence à voir une structure, par exemple ici des sulfates en fonction du temps, qu'on ne suspectait même pas. Et ça rejoint exactement ce que disait un hydrologue, Kirchner, un collègue, qui disait souvent surveiller une rivière en échantillonnant toutes les semaines, c'est comme écouter une symphonie de Beethoven en échantillonnant une note toutes les minutes, on passe complètement à côté de la mélodie. Donc on voit très bien ici la nécessité d'avoir des développements instrumentaux permettant de capturer les temporalités de tous les processus de la zone critique, et on est très loin d'avoir réalisé ça. Ça, c'était la thèse de Paul Flory à l'IPG, pour ceux qui connaissent. Donc, je ne vais pas vous embêter trop avec ça, mais Oscar est dans maintenant une dynamique européenne, mais je pense que c'est historiquement quelque chose d'important à mentionner. La communauté européenne a voulu et a lancé des appels d'offres pour faire cela,
qu'à l'échelle européenne, les observatoires de la zone critique, comme OSCAR, alors il en existe dans d'autres pays d'Europe plus ou moins équivalents, et les observatoires LTSER, c'est-à-dire socio-écologiques, qui sont un peu différents, hein. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais vous les connaissez autour de vous. Il y a la zone atelier, en particulier Seine, qui est une zone atelier, donc qui est un observatoire socio-écologique qui, disons que la plus grosse différence, c'est que les questions scientifiques sont codéfinies avec les acteurs du territoire. Ce qui n'est pas le cas dans OSCAR, hein, qui est une démarche beaucoup plus positiviste, entre guillemets. Donc la communauté européenne a voulu, et je pense que c'était finalement quelque chose de bien, qu'à l'échelle européenne, on mette en place une infrastructure mettant ensemble les observatoires de la zone critique, les observatoires écologiques et les observatoires socio-écologiques. Donc ça s'appelle ELTER, et le miroir français d'ELTER, c'est le réseau des zones ateliers et le réseau OSCAR, qui gardent chacun leur spécificité, mais évoluent ensemble dans une trajectoire européenne. Voilà. Et donc, c'est très important. Moi, j'espère voir ça avant de partir en retraite. Comment des communautés qui ont des cultures très différentes, et en particulier qui associent les SHS très clairement dans les zones ateliers, vont réussir à converger vers un modèle d'infrastructure qui va permettre, à mon avis, des recherches interdisciplinaires extrêmement importantes. Voilà, donc je vais conclure. La zone critique, ce n'est pas un nouveau compartiment à étudier, hein, c'est une manière d'envisager la science, c'est une manière de redynamiser, à mon avis, les questions scientifiques et de les rendre peut-être plus holistiques, hein. Elle ajoute une profondeur temporelle et spatiale à la question de l'Anthropocène, et je dis souvent, pour rigoler, alors nos collègues géologues n'aiment pas toujours que je dise ça, mais ça fait remonter la géologie à la surface, d'une certaine manière, ce concept de zone critique. Voilà, la notion de CZO, qui sont des endroits privilégiés, hein, ça c'est des sites qui composent le globe. Il reste énormément d'efforts instrumentaux à faire, et à ce titre d'ailleurs on vient de décrocher un nouveau PIA qui s'appelle Terraforma, avec le réseau des zones ateliers pour continuer le développement de capteurs, en particulier low cost. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous à former une nouvelle génération de scientifiques plus aptes à aborder la nature complexe des problèmes que pose l'Anthropocène, et en particulier ceux liés à la zone critique. Voilà. Et je le redis, l'infrastructure OSCAR, vous êtes ouverte, il y a un appel d'offres annuel à des projets transverses. Donc n'importe qui veut tester une idée, qui a besoin de différents observatoires, parce qu'ils couvrent des gradients climatiques, environnementaux, géologiques, etc., pour la tester, est absolument bienvenue. Voilà, je vous remercie. J'ai dû être un petit peu long comme d'habitude. Merci beaucoup, Jérôme.